En compagnie de François-Xavier Ménage, qui reçoit ce matin Michèle Alliot-Marie, candidate à la présidence de la République. Bonjour Michèle Alliot-Marie. Bonjour. Vous avez été patronne du Quai d'Orsay, de la Défense, de l'Intérieur, patronne du RPR à l'époque. Ça fait déjà beaucoup. Alors pourquoi la présidentielle? La présidentielle parce que je crois dans mon pays et que je n'accepte pas ce qui se passe aujourd'hui. Je n'accepte pas de voir la France diminuer sur le plan international. Je vois ça régulièrement à l'Europe, je le vois dans tous mes déplacements internationaux. Je ne me résous pas à voir une France qui soit divisée, qui soit pessimiste, où on sent que des fractures de plus en plus importantes divisent les Français. Moi, je sais une chose, et on l'a toujours vu dans l'histoire, c'est que la France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est unie. Et je pense que dans la situation mondiale actuelle, avec les crises, avec les guerres, avec le terrorisme, mais également avec la concurrence économique des très grands pays qui viennent menacer notre emploi, nous avons besoin d'une France qui soit unie, d'une France qui soit forte. Mais tout ça, vous auriez pu le dire dans le cadre de la primaire de la droite. Or, vous avez décidé d'y aller hors primaire. On a encore du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi. Certains disent « Ah, c'est par manque de courage ». Écoutez, manque de courage, si je n'avais pas de courage, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas candidate à la présidentielle. Je n'ai plus rien à prouver. Comme vous l'avez dit, j'ai occupé les plus grands ministères régaliens. Si j'agis, c'est parce qu'il me paraît indispensable de ne jamais baisser les bras. Et que j'ai envie que mon pays renoue avec l'idée de la réussite, avec l'idée de la conquête, que ce soit le pays et que ce soit d'ailleurs les Français. Mais sur la primaire, c'est très simple. Je l'ai dit dès l'été, je l'ai dit dès le départ. Pour moi, les primaires, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à nos institutions. La Constitution de 1958 a voulu quoi? Elle a voulu donner la parole à tous les Français pour qu'ils choisissent librement. Mais c'est antidémocratique, ce système qui semble de plus en plus plaire aux Français? C'est certainement une très belle réussite médiatique, un très bel exercice de communication. Et uniquement cela ? Mais encore une fois, non, ça permet parfois d'évoquer un certain nombre d'idées, mais insuffisamment. Regardez les débats, on l'a tous vu. Il est évident que les questions de personnes ont trop souvent primé sur les idées. Ce qui intéresse les Français, c'est de savoir qu'est-ce qu'on apporte comme solution aux problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Et moi qui, depuis 4 ans, vais régulièrement au contact des Français, chez eux, sans médias ni caméra, pour qu'ils puissent parler très librement. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a énormément d'attentes, en même temps qu'il y a énormément de colère, qu'il y a énormément de peur. C'est cela, ils attendaient la réponse à cela. Et trop souvent, ils ont vu plutôt des problèmes de personnes, des querelles de personnes, ou alors, parfois aussi, et la primaire entraîne ça, trop de démagogie. Alors, concernant votre candidature et telles que les choses vont se mettre en place, vous avez aujourd'hui combien de parrainages? Il en faut 500. Vous en avez combien? Écoutez, pour l'instant, je suis candidate depuis 2 jours. Enfin, j'ai dit que je me présenterai depuis 2 jours. Oui. Mais il est vrai qu'à plusieurs reprises, il y a eu un certain nombre de fuites ou de rumeurs disant que je serais candidate. Vous en avez combien? Et il y a effectivement des élus, puisque ce sont des élus, qui sont venus spontanément me dire « Si vous êtes candidate, nous vous apporterons notre parrainage ». Il y en a, j'en ai à peu près la moitié aujourd'hui. Et je dois dire que de jour en jour, et depuis l'annonce officielle de ma candidature, nous en recevons de nouveau. Quel financement? Parce qu'il va falloir de l'argent pour faire une campagne. Le meeting d'Emmanuel Macron, on rappelle ça à tout le monde, 350 000 € pour avoir un meeting d'envergure. Est-ce que vous avez cet argent pour faire de gros meetings? Non, je n'ai pas cet argent, je ne l'ai pas. Il est évident que je n'ai pas l'appui d'un parti politique, je n'ai pas non plus de gros appuis financiers, mais je vais vous dire une chose. Je n'ai pas l'intention de faire une campagne comme les autres. Parce que je pense que dans une période où les Français ont beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat, c'est un peu indécent, finalement, de dépenser comme ça des millions pour un meeting. Attendez, je vais vous dire une chose, parce que j'ai été présidente de parti, comme vous le disiez, des meetings, j'ai participé à beaucoup de meetings. C'est difficile de gagner 100. Oui, mais en même temps, je peux vous dire qu'un meeting qui vous coûte extrêmement cher, parce que vous faites venir des gens, parce qu'il y a un décor, parce que vous accueillez les médias aussi, ça ne vous rapporte pas une voix. Parce que les gens qui viennent à votre meeting sont à la quasi-totalité complètement convaincus. Et en plus, vous n'avez pas ce contact direct qui vous permet de discuter avec les gens, de mieux comprendre ce qu'ils veulent. Vous savez,
quand j'ai conquis, comme vous le rappeliez, la présidence du RPR, contre tous les barons de mon parti, eh bien, j'ai été élue par les gens parce que je suis allée au plus près d'eux. C'est-à-dire que je n'ai pas fait les grands meetings dans les préfectures, je suis allée dans les villes et dans les villages pour rencontrer les gens. Eh bien, c'est ce type de campagne, effectivement, que j'envisage faire à partir de la fin du mois de janvier, compte tenu du fait aussi, comme je vous le disais, que depuis 4 ans, vous travaillez sur le terrain. Je suis allée sur le terrain, notamment dans toute mon euro-circonscription, pour rencontrer les agriculteurs dans des fermes, les chefs d'entreprise et les ouvriers dans les entreprises, les artisans dans leurs ateliers. Campagne de terrain sur le fond. Et on va voir votre positionnement par rapport à François Fillon. Vous dites, son programme va recroqueviller la France. Je ne veux pas de ça. Concernant les fonctionnaires, 500 000 suppressions de postes. Votre positionnement à vous? Moi, ce que je dis, c'est que j'ai été frappée par une chose dans cette campagne. C'est une sorte de surenchère libérale. Il fallait à tout prix être libéral et par conséquent laisser uniquement les entreprises gérer le problème économique. Alors, je vous dis très clairement, je fais suffisamment de géostratégie, je sais quels sont les grands besoins de la concurrence européenne et extra-européenne, et pour les entreprises, je dis il faut les mettre dans les meilleures conditions de concurrence, ce qui veut dire notamment, très concrètement, alléger les contraintes fiscales, sociales, réglementaires qui pèsent sur elles, non pas en disant des chiffres, on va donner 100 ou on va réduire de 10 millions ou de 500 millions les charges des entreprises. Non, je dis il faut les ramener tout simplement à la moyenne européenne. Et si vous les ramenez à la moyenne européenne, ça vous donne à la fois de la durée, parce que là, ça devient une règle permanente. C'est donc quelque chose qui est totalement crédible. Et tout ce que me disent les chefs d'entreprise à qui je l'ai dit, c'est si on nous ramène nos impôts, si on nous ramène nos charges à ce que payent nos concurrentes européennes, à ce moment-là, nous pouvons relancer et nous pouvons relancer l'emploi. Voilà ce que je dis pour les entreprises. Mais à côté de cela, ce qui est important, c'est de dire, dans le monde actuel, on ne doit pas faire l'impasse sur le rôle de l'État. Il n'y a pas de grande économie sans un État fort qui donne des orientations. Vous estimez que François Fillon accorde une place trop réduite à l'État aujourd'hui et que c'est dangereux? Ce que je dis effectivement aujourd'hui, c'est que je pense que nous n'aurions pas aujourd'hui ce qui fait de nous un leader mondial pour l'énergie avec le nucléaire, pour le spatial avec notamment Ariane et avec les satellites, pour l'aéronautique, s'il n'y avait pas eu une impulsion forte donnée de l'État il y a 40 ans. Eh bien aujourd'hui, il faut faire la même chose en regardant quels sont les problèmes du monde à venir. Il faut faire de la prospective, ce qu'oublient trop souvent les candidats, voir quels sont les atouts de la France et dire voilà, nous allons donner une impulsion dans ces domaines. Je vous prends 2 ou 3. Vous parlez comme Emmanuel Macron en disant ça? Écoutez, je ne sais pas comment parler Emmanuel Macron, c'est pas mon problème. Je vous parle comme je l'ai étudié, comme je le sais, de par l'expérience que m'ont apporté mes ministères. Quels sont les problèmes du monde à venir? Un exemple. Un exemple. Nous allons passer de 7 milliards d'habitants aujourd'hui à 10 milliards d'habitants à la fin de ce siècle. Or, il va falloir les nourrir, ces personnes. Dans le même temps, nous voyons rétrécir les terres cultivables du fait de la désertification et d'un certain nombre d'autres choses. L'agroalimentaire, qui est une des forces de la France, puisque nous sommes le premier ou le second exportateur en agroalimentaire, doit être un domaine prioritaire. Et c'est important de le dire au moment où l'agriculture, aujourd'hui, connaît cette crise. De la même façon, les gens vivent de plus en plus vieux. Nous avons tous envie de vivre vieux, mais en bonne santé. Le domaine médical et pharmaceutique, qui sont une des forces de la France, ce sont des domaines dans lesquels il faut aussi donner une impulsion pour qu'on ait toujours une marge technologique d'avance sur les autres. Dans le domaine énergétique, les pays se développent. Nous voyons effectivement tous ces pays en voie de développement qui ont besoin de se développer. Là aussi, c'est une de nos forces entre le nucléaire et également... Ça, c'est pour votre programme. Concernant la sécurité... C'est demain, à l'Assemblée nationale, on va discuter de l'état d'urgence. Vous avez été ministre de l'Intérieur. On arrête l'état d'urgence ou on va vraiment jusqu'en juillet 2017? Il faut être pragmatique et adapter les choses. Il y a des besoins. Et il faut y répondre. Il faut aussi se méfier d'une chose. Vous savez, moi j'ai eu également à connaître des attentats et des menaces d'attentats lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr, cela est évident. Et il y a une chose à laquelle j'ai été très sensible, c'est de dire attention à ce qu'un état d'urgence ne fasse pas baisser la vigilance. Ça, regardez Vigipirate.
C'est vrai qu'au départ, quand on crée Vigipirate à un certain niveau, les gens font attention. Il faut attention à la valise qui a été abandonnée dans un train, où ils font attention aux gens qui ont un comportement bizarre. Au fur et à mesure, on finit par s'habituer. Donc, il faut faire attention et il faut surtout que ce soit très proportionné, puisque, bien entendu, l'état d'urgence pose un certain nombre de problèmes de libertés individuelles. Michel Alliot-Marie. Il faut mesurer tout ça, mais ce qui est essentiel, c'est la sécurité des Français. Je l'ai toujours dit. Et on l'a bien entendu. Et je l'ai mise en œuvre, effectivement, à travers et le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur pendant 7 ans. Comme tous les matins, la question off, mais devant les caméras. Rapidement, votre compagnon Patrick Ollier, dites-vous, elle se défend comme un mec, elle ne pleurniche pas. Est-ce que vous l'avez engueulé quand il a dit ça dans un livre de Bérengère Bonte? Non, je ne l'ai pas engueulé parce que je pense que c'était une belle preuve d'amour. Et effectivement, c'est aussi cela qui compte. Bon, si on veut être totalement disponible pour les autres, à travers notamment le dur métier de la politique, on a aussi besoin d'avoir une famille et un compagnon. Le dur métier de la politique, on aura retenu ces mots. Merci beaucoup d'être venu nous voir.